Bon, là, vous le voyez, je sais pas de quel côté c'est. Il y a mon padré. Ouais, il y a mon padré, il est derrière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet controversé dans l'univers de cette série épique qui est Bleach. Les fillers. Ceux qui ne le savent pas, les fillers sont des épisodes spécialement créés pour prolonger la durée de l'animé, sans suivre l'intrigue principale du manga. Bien que souvent critiqués pour leur manque d'intérêt, je vais aujourd'hui vous montrer que les fillers de Bleach ne devraient pas être boudés. Pas tous en tout cas. En effet, certains de ces épisodes nous offrent des moments d'action passionnants, des développements de personnages intéressants et même des histoires originales qui ajoutent une nouvelle perspective à l'univers de Bleach. En particulier les antagonistes, que je trouve loin d'être si claqués que ça. C'est d'ailleurs ces derniers qui sauvent souvent la mise. Certains sont même supérieurs aux vilains qui sont canons. C'est ça qui est génial. Est-ce que toi aussi t'es comme moi et l'un d'entre eux t'a charmé ? Eh bien, dis-le moi en commentaire. Et on commence tout de suite par la présentation. Baishin est un personnage de l'OAV Bleach The Sealed Sword Frenzy, qui est un épisode spécial de l'anime Bleach. Il est un ancien Shinigami qui a fusionné avec son Zanpakuto et qui a tué 63 Shinigami de Soul Society. Il a été scellé dans une statue dans le monde réel par 6 capitaines, dont 2 sont morts en essayant de le capturer. Ayant fusionné avec son Zanpakuto, Baishin est capable de transformer ses bras en lames. Il peut ensuite les tirer sur ses adversaires, ce qui lui permet de se battre aussi bien au corps à corps qu'à distance. Baishin semble avoir la capacité d'invoquer les holos, mais il se peut qu'il soit simplement attiré par lui en raison de son énergie spirituelle. À sa mort, le Zanpakuto avec lequel il a fusionné est la seule chose qui reste. C'est un katana ordinaire avec une garde rectangulaire et un bord dentelé de lame. Pendant le combat contre Ichigo, après avoir absorbé une grande partie de l'énergie de ce dernier, il a été capable de libérer son Bankai sous cette forme. Le corps de Baishin se couvre de centaines de lames qui lui servent à la fois d'armes et d'armure. Il a la capacité de tirer sur ses lames avec beaucoup d'efficacité. C'est un peu l'avènement de Soya Asashiro avant l'heure, avec une maîtrise moindre bien sûr, mais le concept derrière est intéressant. Il a cherché à perfectionner son art du sabre en se fusionnant avec son arme, mais a fini par perdre le contrôle de lui-même, devenant ainsi une menace pour la Soul Society et le monde réel. De toute façon, à chaque fois qu'un Shinigami a fusionné avec son Zanpakuto, ça s'est mal terminé. Ce regard de désespoir me fait toujours autant mal au cœur. 技を究極まで磨こうとし、残白刀と一体化したまではいいが、元に戻れなくなった。そりゃあ切ねえな。Le vide ressenti par celui qui a été laissé derrière. La haine envers ceux qui ont survécu. Ceux dont le cœur est marqué par ces émotions sont condamnés à être dominés par des sentiments d'une noirceur tenace. Shusuke Amagai apparaît dans l'arc du nouveau capitaine Shusuke Amagai, à coup de source. Il succède à Ginishimaru comme capitaine de la 3e division du Gotei 13. Il est en réalité le fils de Shinetsu Kisaragi, un Shinigami tué par le commandant en chef Genrusai Shigekuni Yamamoto. Il orchestre la conspiration du clan Kazumyoji, une famille noble qui fabrique des armes interdites appelées Bakoto, pour se venger de Yamamoto et du clan Kazumyoji. Le Zanpakuto de Shusuke Amagai s'appelle Raika et a la forme d'un kodashi, avec un fourreau rouge sous sa forme scellée. Pour le libérer, il dit découpe, et son Zanpakuto se transforme en une lame large et courbée avec une coquille émettant des flammes à l'extrémité. Raika peut lancer des flammes devant ou derrière Amagai, offrant des possibilités d'attaque à distance. Le Bankai de Raika s'appelle quant à lui Reika Goenkaku et se manifeste sous la forme d'une armure rouge et dorée qui recouvre le bras droit d'Amagai et se termine par une griffe géante. Reika Goenkaku peut produire des explosions de flammes très puissantes et contrôler leur direction avec la griffe. Il peut aussi créer un bouclier de flammes pour se protéger ou piéger son adversaire. Un Zanpakuto plutôt stylé et assez efficace finalement. Il se présente comme un Shinigami amical et respectueux des lois, qui cherche à renforcer la coopération entre les divisions et à protéger Soul Society. Il gagne rapidement la confiance et l'estime de ses subordonnés, notamment du lieutenant Izuru Kira. Il a également une faiblesse comique, il ne supporte pas l'alcool et s'effondre après avoir mangé des cornichons au saké. Mais derrière cette façade se cache un homme rongé par la vengeance. Amagai a en effet pour seul but de tuer le commandant en chef Yamamoto. Il accuse d'avoir assassiné son père. Pour cela, il manipule les membres du clan Kazumyoji, les Shinigami rebelles, et même Ichigo Kurosaki pour créer le chaos et atteindre sa cible. Il n'hésite pas à sacrifier des vies innocentes et à trahir ses alliés pour accomplir sa mission. C'est donc un personnage complexe et ambigu, qui suscite à la fois de la sympathie et de la répulsion. Il est le reflet d'une Soul Society qui cache des secrets et des injustices sous son apparence ordonnée. Il est aussi le symbole d'une quête de vérité qui tourne à l'obsession et qui conduit à la perte de soi. Il finit par se rendre compte de son erreur et à se suicider pour expier ses fautes. Il est ainsi un personnage tragique qui illustre les conséquences dramatiques d'un passé mal résolu. En une seconde, le capitaine que je vénérais m'a été ravi.
Est-ce que quelque chose de positif pouvait sortir de ce combat insensé où seule la force comptait? Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la colère. Maki Ichinose est un Shinigami qui s'est allié à Jin Kariya et aux Bones après avoir quitté la Soul Society. Il était autrefois un membre de la 11e division sous les ordres du capitaine Ketpachi Kiganjo. Il admirait pour sa justice et sa compassion. Lorsque Kiganjo fut tué par Zaraki, qui prit sa place de capitaine, Ichinose fut profondément choqué et déçu par le système des Shinigami, qui favorisait la force brute au détriment des valeurs morales. Il défia donc Zaraki en duel, mais fut vaincu sans difficulté et s'enfuit de la Soul Society. Ichinose erra pendant des années dans le monde humain, sans but ni espoir, jusqu'à ce qu'il soit sauvé d'un holo par Jin Kariya, le leader des Bones. Celui-ci lui offrit une nouvelle raison de vivre et lui fit part de son projet de renverser la Soul Society. Ichinose accepta de le suivre et devint son bras droit, lui vouant une loyauté sans faille. Il affronta plusieurs fois les Shinigami envoyés pour arrêter les Bones ainsi que les Bones rebelles qui s'opposaient à Kariya. La capacité du Zanpakuto de Maki Ichinose, Nijigasumi, est de contrôler la lumière et de créer des illusions, comme rendre Maki invisible. Il peut aussi utiliser la lumière de manière offensive en créant des lames de lumière pour trancher un adversaire, en rendant le champ complètement blanc et en attaquant ses ennemis avec des ombres, ou même en se battant si la lame est brisée alors que la lumière le recouvre entièrement. Il peut également comprimer la lumière et l'utiliser pour écraser un adversaire sous sa forme, Saigekyu Nijigasumi, un Zanpakuto que je trouve très intéressant parce qu'il a une capacité très polyvalente et originale. Il lui permet de se cacher, de tromper et de surprendre ses ennemis. Maki affrontera Zaraki pour venger son ancien capitaine. Cependant, Zaraki parvient à voir à travers ses stratagèmes et à le dominer avec sa force brute, comme toujours en fait. Il fut finalement tué par Jin Kariya après s'être retourné contre lui en réalisant ses erreurs. Maki meurt alors en protégeant Ichigo d'une attaque de foudre de Kariya en utilisant les restes de son Zanpakuto comme un paratonnerre. En fait, c'est un personnage qui montre les dilemmes moraux et les conséquences des choix qu'il fait. Il est animé par un sens de l'honneur et du devoir, mais il se trompe de cause et suit aveuglément un homme qui ne partage pas ses valeurs. Il est incapable de se détacher de son passé et de se forger sa propre identité. Il est comme du lierre qui ne peut vivre sans s'accrocher à des arbres, selon l'analyse de Zaraki. Vous ne venez plus me dire que Zaraki est foncièrement bête. Il a des métaphores vraiment bien construites pour le coup. Ouais, c'est un goat finalement. C'est un goat même intellectuellement. On s'en rend pas compte, mais c'est un goat. C'est ton désir de vengeance ainsi que ton envie de m'éliminer qui t'ont permis d'acquérir une telle puissance. Seulement il est temps de regarder la vérité en face. Pourquoi n'utilises-tu pas toute ta puissance pour te venger? Petite présentation de ce que sont les Boons. Les Bones sont des êtres artificiels créés par un accident lors d'une expérience dans Soul Society, il y a plusieurs siècles. Ils ont la capacité d'absorber l'âme des autres êtres vivants pour obtenir l'énergie spirituelle, ce qui leur garantit puissance et jeunesse éternelle. Ils ont été assimilés aux vampires et chassés comme tels par les humains et les Shinigami. Ils possèdent des poupées qu'on appelle dolls, qui sont des armes personnalisées à partir de leur âme et qui ont une personnalité propre. On peut rapprocher les Bones et les Stands sur plusieurs points. D'abord, les deux sont des manifestations physiques de l'énergie spirituelle de leurs utilisateurs respectifs. Les stands sont créés par la force vitale de leurs utilisateurs, tandis que les dolls sont des créations artificielles fabriquées à partir de l'énergie spirituelle de leurs créateurs. Ce sont tous les deux des pouvoirs rares et mystérieux qui ne sont pas connus du grand public. Et ce sont tous les deux des pouvoirs qui ont un lien étroit avec l'âme de leur utilisateur et qui reflètent souvent sa personnalité ou son histoire. Bon oui, les Zanpakuto aussi, mais t'as capté. Enfin, dans les deux séries, les utilisateurs peuvent commander leurs stands ou dolls à distance, même s'ils ne sont pas physiquement présents. Et on en vient au personnage qui nous intéresse le plus. Tant qu'il y aura des humains, tant qu'ils auront des âmes, il y aura des désaccords, et ces désaccords mèneront au combat. Et que tu le veuilles ou non, ces combats continueront, sans limite, pour l'éternité. Jin Kariya est le leader des Bones. Il était autrefois appelé Eugène Curie, mais il a adopté un nom japonais plus tard dans sa vie. Bon, c'est comme Aurélien Cotentin pour Orelsan, il a bien fait de changer, pareil pour Jin. Il a une cicatrice sur le menton causée par un holo quand il était jeune. Il a les cheveux blancs, les yeux rouges et porte un joli manteau qui pourrait le confondre avec n'importe quel inspecteur de police. Il a un petit côté Constantine ou Colombo je trouve, selon votre convenance. Jin Kariya est un homme intelligent et bien informé. Il connaît bien Soul Society et ses secrets. Il est aussi très manipulateur et sans pitié, car il n'hésite pas à sacrifier ses subordonnés ou à tuer des innocents pour atteindre ses objectifs. Son but ultime est de se venger des Shinigami qui ont persécuté les Bones et de détruire le Seireitei avec un dispositif appelé Jokaisho. Sa doll s'appelle Messer et lui permet de maîtriser le vent. Il peut créer des lames de vent tranchantes ou des tornades destructrices. Il peut aussi fusionner avec sa doll pour augmenter sa puissance et sa vitesse. Il est capable de rivaliser avec les capitaines du Gotei 13, dont l'un des plus grands, à savoir Byakuya, contre qui il a livré un très beau duel. Et même avec Ichigo en Bankai.
Il affronte plusieurs Shinigami et Bounce rebelle, mais il est finalement vaincu par le héros, que dis-je, le Messie qui le transperce avec Zangetsu. Il y a plusieurs raisons qui rendent le personnage aussi bon. Déjà, il a une apparence et une personnalité charismatique, qui se démarque de la plupart des autres vilains, y compris ceux qui sont canons à l'œuvre. L'aspect vampirique, perso, je valide. Il a également une histoire tragique et complexe, qui explique sa haine envers les Shinigami et son désir de mettre fin à sa vie éternelle. Il a été témoin du massacre de ses semblables par les Holos et les Shinigami, perdant de ce fait son ami Kane et sa femme Yoshino, et il a été rejeté par les humains. Il cherche à retrouver les sensations qu'il a perdues en vivant trop longtemps. Il a une relation assez intéressante avec Maki Ishinose. De plus, il a une mort à la fois digne et émouvante. Et en plus de ça, il a bien failli réussir son plan avec le Jokai-Sho, une bombe capable de détruire Soul Society. Alors j'aime beaucoup aussi Gokoga et son stand Dolk, et Oeban avec Ghoul, cette espèce d'entité aqueuse là qui faisait un peu flipper avec ces deux enfants là qui avaient ce pouvoir là. Je les trouve très intéressants, mais je vais pas en parler plus que ça. Depuis toujours, c'est uniquement à ceux qui possèdent la puissance de créer l'ordre. Et peu importe si cette même puissance est quelque part sombre et malsaine, si elle parvient à l'emporter, sa noirceur deviendra alors la couleur de la justice. Koga Kuchiki est un ancien Shinigami qui a été le 3e siège de la 6e division et le gendre de Ginrei Kuchiki, le chef du clan Kuchiki. Il a participé à une guerre civile dans Soul Society il y a 700 ans et a utilisé son Zanpakuto Muramasa pour libérer les Zanpakuto des autres Shinigami. Il a fini par se rebeller contre le Sareitei et a été scellé par Ginrei. Il est le grand-oncle de Byakuya et de Rukia. Il est apparu uniquement dans l'anime, dans l'arc des Zanpakuto. Le pouvoir de Muramasa est de libérer les esprits des Zanpakuto des Shinigami et de les contrôler avec des fils spirituels. Il peut aussi communiquer avec les Zanpakuto et les convaincre de se rebeller contre leur maître. Koga Kuchiki est un personnage intéressant car il illustre la complexité des relations entre les Shinigami et leurs Zanpakuto, ainsi que les conséquences de l'orgueil et de la solitude. Au début, Koga était un homme loyal et courageux, qui combattait pour la justice et la paix. Il respectait son beau-père Ginrei, mais il ne comprenait pas pourquoi il ne reconnaissait pas ses exploits. Il se confiait à Muramasa, qui était son seul ami et son partenaire. Cependant, au fil du temps, Koga devint de plus en plus arrogant et confiant en sa propre puissance. Il se mit à utiliser Muramasa pour manipuler les Zanpakuto des autres Shinigami, sans se soucier de leurs sentiments ou de leur volonté. Il se croyait supérieur aux autres et se considérait comme le seul capable de changer le monde. Il entra en conflit avec Ginrei, qui lui reprochait son manque de contrôle et son ambition démesurée. En plus, lui adorait son combat contre Byakuya et les sorts qu'il a utilisés. Entre l'utilisation des fils spirituels qui lui permettaient en gros de capturer l'ombre de ses adversaires façon Shikamaru, de ses illusions qui lui permettaient certainement de faire jeu égal avec Aizen, c'est rigolo, ainsi que l'invocation de 3 sorts de Kido uniques sans incantation, sans même parler de ses excellentes compétences de bretteur, le gars se débrouillait plutôt bien. C'est pour moi le meilleur combat filler. À vrai dire, à l'instar de Jinkaria, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage, il mériterait une vidéo à lui seul. Et j'en viens justement à son Zanpakuto, qui est un personnage à part. Les Zanpakuto, vois-tu, sont des âmes nouvelles nées du cœur des Shinigami. Nous partageons la même source de puissance spirituelle, ce qui veut dire que nous sommes toujours liés à l'âme de nos Shinigami. Muramasa avait pour but de libérer son maître, Koga Kuchiki, qui avait été scellé par son beau-père. Après avoir tenté de renverser le Sareitei, il pensait que Koga était le seul à le comprendre et à l'apprécier. Il voulait aussi donner aux Zanpakuto la liberté de choisir leur destin sans être soumis aux Shinigami. Il croyait que les Zanpakuto avaient des sentiments et des désirs propres, et qu'ils devaient être respectés. Il était prêt à tout pour réaliser ses idéaux, même à trahir les siens. Muramasa était un esprit noble et charismatique qui savait manipuler les mots et les émotions. Il était respectueux envers ses ennemis, mais impitoyable envers ceux qui s'opposaient à lui. Il avait une grande confiance en son pouvoir, mais aussi une grande solitude. Il se sentait incompris et rejeté par les autres. Il cherchait désespérément l'amour et la reconnaissance de son maître, mais il fut déçu par son attitude froide et indifférente. Son maître l'a littéralement traité comme un chien. Encore que je n'aime pas trop cette expression, parce que son chien, on le considère très bien, on le respecte même plus que tout. On est d'accord. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'il pose la question de la nature des Zanpakuto. Sont-ils de simples outils ou des êtres vivants? Il illustre aussi le thème du désespoir et de la folie. Il le conduit à se transformer en un holo monstrueux. Il est à la fois un antagoniste et un anti-héros. Il suscite à la fois l'admiration et la pitié. J'aurais adoré le voir aux côtés d'Ultura. Ils auraient pu être grave poteaux ensemble, j'en suis sûr. Alors, j'aurais aimé parler de Dark Rukia, de Kokuto, de Ganryu, de Kagerosa Inaba ou encore de certains Zanpakuto personnifiés. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo sur le sujet si vous avez kiffé. Si vous avez des idées pour des thèmes futurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre soutien, c'est important. Donc oui, comme vous pouvez le constater, les fillers ne sont pas si nuls, ou les OAV ou les films, peu importe.
Personnellement, ceux de Bleach, je les ai toujours trouvés assez bien réalisés, même si parfois elles s'étendaient un peu en longueur. Mais en tout cas, les antagonistes, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et pour moi, ils sont meilleurs par exemple que les Fullbringers. Tous ceux que j'ai cités, peut-être pas Baishin qui est un peu moins développé que les autres, mais vous avez compris l'idée. Et même tous les autres dont j'ai pas encore parlé, dans les films, etc., ils sont aussi très intéressants. En tout cas, vive Bleach, et surtout, vive le God Killa, vive Aizen.